Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans l'économie française. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Joly. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général du groupe ICAD. Évidemment, on va être dans le secteur de l'immobilier. On va parler de l'adaptation de nos villes à ce changement climatique. Mais peut-être le sens du mot impact. C'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. Quel sens vous lui donnez dans vos métiers? C'est un mot qui a un sens très fort pour nous. ICAD, c'est un acteur de la ville depuis 70 ans. Plus de 70 ans. Et donc l'impact pour nous, il prend plusieurs dimensions. C'est d'abord l'empreinte qu'on a dans la ville, parce qu'on a la chance de faire un métier qui est extrêmement concret, un métier qui se voit. Là aujourd'hui, on est à Paris, donc on voit la marque que Haussmann a laissée effectivement autour de nous, mais plus concrètement, construit des villes pour des gens qui vivent dedans. Et donc c'est avant tout cette marque-là. L'impact, c'est aussi l'empreinte carbone qu'on laisse. Et c'est un sujet qu'on aura, je pense, l'occasion de développer, qui est essentiel pour nous. Oui. Effectivement, c'est un secteur qui est des premiers contributeurs aux gaz à effet de serre. C'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, le bâtiment. Voilà, donc on est en responsabilité sur ces sujets-là, à un moment où on traverse une crise, mais c'est une crise qui va nous permettre de nous transformer en embarquant ces sujets d'empreinte carbone. Et ces questions-là, vous le disiez, plus de 70 ans d'existence, depuis quand ils deviennent stratégiques? Les sujets carbone, pour un groupe comme ICAD, ça fait plus de 20 ans qu'on s'occupe de ces sujets-là, qu'on embarque sur nos métiers. Et puis, on embarque aussi un autre enjeu qui est celui de la biodiversité, parce qu'on est à une échelle qui est l'échelle du quartier, pas juste à construire des immeubles, construire des quartiers. Et c'est là aussi le sens de l'impact. On a un impact dans la vie des gens. Ce qu'on fait chez ICAD, c'est deux métiers. On fait boulot dodo. On est investisseur et on a une foncière qui a à peu près 2 millions de mètres carrés. Alors, ça ne parle peut-être pas à vos téléspectateurs, mais c'est l'équivalent de la moitié de la Défense, si vous voulez, en bureaux. Et puis, on construit des logements. On construit tous les 5 ans l'équivalent de la ville de Chambéry ou de Lorient. On construit 5300 logements par an. Et donc, on est dans la vie des gens, on embarque ces sujets de transformation d'usage qui sont très très forts avec nous. Voilà, donc ça c'est de l'impact. Et avec des bâtiments, évidemment, quand vous construisez aujourd'hui un nouveau bâtiment, des immeubles de bureaux ou d'habitation, c'est pour, je ne sais pas, 50 ans, 80, enfin bon. Au moins 30 ans, parce que ce qu'on s'est mis en baseline, nous, c'est bâtir la ville de 2050. On va revenir là-dessus. Et c'est au moins pour 30 ans, donc il faut la Mais je vous pose cette question, parce que vous dites on a pris le virage il y a 20 ans. Ça veut dire, est-ce que les bâtiments que vous avez construits il y a 20 ans, ils sont adaptés à la ville d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut encore les adapter? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut encore les adapter. Je vais vous prendre l'exemple de nos bureaux, justement. On a des enjeux pour passer les échéances du décret tertiaire. Et on a un premier point de passage à 2030. Et finalement, chez nous, il est assez limité. C'est juste 150 millions d'euros d'investissement sur un portefeuille de 6,5 milliards. Donc, on a déjà conçu nos bâtiments. On avait le premier immeuble de bureau qui était justement ESG compatible. Donc, on a anticipé. Et il faut continuer d'anticiper, parce que la ville de 2050, en fait, elle va se bâtir dans la prochaine mandature. On la bâtit déjà. On a déjà un certain nombre d'exemples. Vous avez créé d'ailleurs un centre de formation qui s'appelle ICAD Climate School. Alors, pourquoi vous l'avez fait? C'est pour que, peut-être, est-ce que c'est pour que tout le monde soit convaincu, tiens, déjà, en interne? Vous avez raison. Je pense qu'on ne peut pas pousser les gens à avancer si vous ne leur donnez pas les éléments pour comprendre les enjeux. L'ICAD Climate School, qu'on a créé il y a 2 ans, à l'automne 23, ça avait déjà cette ambition qui est de se dire comment on embarque l'ensemble de l'entreprise. Quand je dis l'ensemble, c'est aussi les métiers transverses, parce qu'on peut se dire c'est avant tout les opérationnels. Mais non, c'est aussi les métiers transverses. Chez ICAD, on est une petite société, on est 1000 personnes, mais vous avez une part importante de métiers transverses. Donc ça a fonctionné en 3 temps, on les a sensibilisés. Tout le monde a suivi des modules d'e-learning pour se sensibiliser aux enjeux. Ensuite, on les a fait travailler, se dire, mais à votre niveau, comment vous pouvez contribuer à la stratégie RSE de la société qui vise un net zéro 2050 et une réduction sur nos 3 scopes de 28%. Comment vous pouvez très concrètement agir? On remontait une centaine d'initiatives qu'on a arbitrées au niveau COMEX. Un exemple, les achats, par exemple. Quand on est ICAD, on est prescripteur, en fait. Quand on va construire des immeubles, on va passer des contrats, etc. Et donc, intégrer ces enjeux RSE dans nos contrats fait qu'on agit sans être directement opérationnel. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire avec l'ICAD Climate School. Et maintenant, le 3e temps, les équipes sont incentivées à ces sujets-là, c'est-à-dire que chacun
a dans ses objectifs un objectif RSE qui le concerne directement, la quasi-totalité de nos managers et plus de 80% de nos non-managers en 2024. C'est un pourcentage qui a vocation à croître. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi rétribués en fonction de l'atteinte de ces objectifs-là. C'est comme ça qu'on traduit concrètement une stratégie RSE à l'échelle de l'entreprise. Quelques chiffres clés du groupe ICAD, la valeur du patrimoine, on est à fin de l'année 2024, 6,4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires d'ICAD Promotion, c'est 1,2 milliard en 2024. 1 800 000 mètres carrés de surface d'actifs, plus de 700 entreprises locataires. Alors, vous annoncez vouloir bâtir effectivement cette ville de 2050. J'ai regardé sur votre site, plus mixte, plus innovante, plus durable. On va reprendre ces termes-là et peut-être s'appuyer sur, en venant là, ici pour enregistrer l'émission, je me disais, c'est pas possible, ça fait déjà 1 an qu'on a vécu les Jeux Olympiques. C'était un peu nostalgique pour être honnête. Vous devez l'être aussi parce que vous avez contribué en construisant ou en participant à la construction du village des athlètes, c'est ça ? Oui, tout à fait. ICAD, alors à titre personnel, moi j'ai pris le train en marche il y a un peu plus de 2 ans, mais quand j'ai rejoint ICAD, ce qui m'a frappé justement, c'est cette dynamique collective autour des Jeux Olympiques. Ouais. Et ce que je trouve particulièrement inspirant dans le village, parce qu'on a bâti une partie du village des athlètes, pour donner quelques chiffres, c'était plus de 600 logements, 50 000 mètres carrés. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on l'a fait. On l'a fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à bâtir aujourd'hui un quartier de la ville 2050. Ouais. Et ça, on a montré que c'était possible de faire un projet qui tourne avec une empreinte carbone divisée par 2. Ouais. Alors, il nous a fallu les Jeux Olympiques pour ça, parce que ça a eu des impacts sur la manière de travailler. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble avec les industriels, les architectes, nous, et on a travaillé avec un seul objectif qui était de sortir en temps et en heure ce projet-là de manière extrêmement innovante. Ça a donné lieu à un certain nombre d'innovations, y compris réglementaires, et ça a fonctionné. Et donc, on a ce quartier, la ville 2050, qui est mixte en termes d'usage, comme vous l'évoquez. Mais ça veut dire qu'il faut, on va évidemment détailler, mais il faut un événement comme les JO, avec donc tout ce que ça suppose de moyens financiers, mais aussi de volonté politique pour réussir à faire ça ? C'est-à-dire que ce n'est pas duplicable, évidemment, si, c'est ça la question. Ça l'est, on a montré que ça peut marcher, et donc il faut continuer à s'en inspirer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On le voit aujourd'hui dans des sujets de simplification, sur des autorisations administratives, la réversibilité des bâtiments, etc. C'est des choses qui sont directement inspirées. Je vous disais, on a déposé un certain nombre d'ATEX. Alors, c'est un jargon un peu technique pour dire que c'est des innovations expérimentales. Une sorte de c'est pas un brevet, mais ça y ressemble. Quoi. Exactement. Vous êtes très expert de la chose. Je simplifie. Et avec Saint-Gobain, par exemple, des cloisons amovibles. Nous, on a fait des douches en bois sans ressaut. Donc, c'est des choses plus inclusives aussi. Et ça, c'est des choses dont on peut se servir et qu'on peut réutiliser. Donc, oui, bien sûr, il a fallu les JO pour se donner cette impulsion-là, mais on a vu que ça marchait. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de reproduire, nous, notre échelle, sur d'autres territoires qu'on a à Bordeaux. On a 30 hectares qu'on est en train de retravailler de la même façon. D'accord. Donc, c'est un exemple inspirant qu'on utilise. Quand on parle de construction bas carbone, évidemment, c'était l'un des objectifs de ce village olympique. On va rester sur cet exemple qui est un peu la vitrine pour le groupe ICAD. Quel choix vous avez fait pour remplir les objectifs? Alors, en fait, il y a du réemploi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ça part déjà de la conception, c'est-à-dire la manière, même la conception bioclimatique. C'est la manière dont vous allez disposer les bâtiments en quinconce, etc., pour permettre des mouvements d'air, du rafraîchissement naturel. Il y a plein de sujets low-tech, en fait, qui sont intégrés. Ensuite, vous avez des matériaux biosourcés, beaucoup de bois, par exemple. Vous avez ensuite des énergies renouvelables. On a de la géothermie avec des boucles d'eau dans le sol qui font qu'on n'a pas de climatisation à proprement parler, mais tout ça va permettre chauffage, refroidissement, etc., avec une empreinte carbonée différente. Et puis, comme je vous le disais, on réfléchit à l'échelle du quartier. Donc là, on intègre des îlots de fraîcheur, des forêts urbaines. Voilà. Et c'est ce qui fait toute la différence avec juste juxtaposer des immeubles. Donc, c'est toutes ces innovations qu'on a embarquées pour venir aboutir à un projet qui a réduit l'empreinte carbone par 2. Alors, on va effectivement parler tout de suite de l'adaptation de nos villes aux chaleurs extrêmes. Et alors, chaque semaine, je demande à l'invité du Grand Entretien de poser une question à celui qui arrive. Et là, c'était Arnaud Brunetière, le patron de Nexens, qui était ici la semaine dernière et qui pose cette question. Alors que nous tournons cette émission en plein cœur d'un épisode de canicule qui touche la France et l'Europe, quels sont pour vous les principaux défis qu'ICAD doit relever pour concevoir des bâtiments qui permettent de faire face à des phénomènes météorologiques
extrêmes et qui deviennent de plus en plus fréquents. Merci. Et merci à Arnaud Brunetière pour cette question. On va continuer d'y répondre, mais en fait, plus que sur les nouveaux bâtiments ou les nouveaux projets, ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait sur les, je sais pas, 80%, je crois, de la ville de 2050, elle est déjà construite. Exactement. Donc, comment on fait pour l'adapter ? Je dirais que c'est presque ça le plus gros défi, en fait. C'est qu'on était historiquement des promoteurs de neuf. On le sera toujours, mais on doit aussi être des promoteurs de l'existant. Donc peut-être le plus gros défi, c'est comment on s'adapte nous-mêmes, comment on évolue. C'est-à-dire, on est en train de traverser une crise. Il ne faut pas penser qu'on ressortira comme avant. Il faut qu'on en sorte transformé. On ne doit pas gâcher cette crise, et c'est justement tout ça qu'on embarque. Et ça se traduit très concrètement. Je vais vous donner un exemple, parce que justement, on a livré un immeuble de bureau dans notre parc de Rungis, qui est un immeuble qu'on a loué à Fibor, qui est une société de Vinci Énergie. C'est un immeuble de bureau d'un peu moins de 5000 m², qui est typiquement un immeuble du monde d'avant, qu'on a adapté à un monde à plus 4 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cet immeuble ? On a travaillé sur l'extérieur, donc on a renforcé l'isolation sur l'extérieur, on a réduit les surfaces vitrées. Là, c'est un changement de mindset aussi, mais il faut l'accepter. On a évidemment peint les toits en blanc, et puis on a intégré aussi des nouvelles technologies. On a la chance, et on a travaillé main dans la main avec notre client Fibor, qui a intégré une solution qui permet d'éviter une climatisation traditionnelle, qui est un plafond rayonnant qui utilise, avec un matériau qui a beaucoup d'inertie, l'air comme un vecteur d'énergie qui permet de chauffer justement et de refroidir de manière différente. Donc, c'est ça, il faut travailler avec l'existant, il faut être capable de l'adapter, c'est possible, on l'a fait. Et puis peut-être l'autre défi, je pense que c'est avant même ça, c'est cartographier. C'est ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire avoir une vision de son patrimoine, se dire où sont les enjeux, quels sont les immeubles que je dois adapter rapidement, quels sont ceux qui ne le sont vraiment pas et qu'il faut que je retransforme différemment. Donc on a cet exercice de cartographie et ensuite de travail main dans la main. On l'a fait avec Fibor, mais avec les autres acteurs de la chaîne, parce que ce n'est pas ICAD qui fera ça tout seul. Oui, évidemment. Avec forcément de l'innovation, c'est-à-dire que je sais que c'est forcément un des leviers que vous activez. Vous travaillez avec des startups, vous avez un startup studio qui s'appelle Urban Odyssey, c'est ça. Donc, pour trouver les solutions, il faut cogiter, il faut inventer des systèmes qui n'existent pas, c'est ça ? Tout à fait. Il faut... toute la solution ne vient pas de l'innovation, mais elle passe aussi par là. Oui, il y a la sobriété aussi. Il ne faut pas cogiter tout seul. Il faut travailler avec les industriels, avec nos partenaires, avec les élus, beaucoup. Parce que vous travaillez à l'échelle du territoire, vous devez avoir une vision du développement de votre territoire, un îlot de fraîcheur. Si vous avez juste une parcelle d'un hectare, vous n'allez pas mettre une forêt urbaine. Si vous travaillez 50 hectares, comme on le fait à Saint-Denis-Aubervilliers, là, vous pouvez faire une forêt urbaine d'1,5 hectare, comme on l'a fait. Donc, il y a eux, et il y a les startups, effectivement, et vous soulignez l'apport d'Urban Odyssey, Startup Studio. La philosophie, c'est quoi ? C'est on va accompagner des startups très tôt dans leur process et on va les nourrir en business. C'est-à-dire, on va faire valider leur use case par les métiers. Et là, on a une boussole stratégique qui est simple. C'est qu'est-ce qui correspond à la transformation foncière, qu'est-ce qui permet de travailler la ville sur la ville, qu'est-ce qui répond aux enjeux environnementaux et qu'est-ce qui répond aux enjeux des usages. Et donc, un exemple sur le bas carbone, Terio, qui est une start-up qui fait du pisé, qui est de la terre crue. Alors, ça, c'est de l'innovation parce que c'est un nouveau matériau qui est quand même un matériau très ancien. C'est ça. Et un chiffre, c'est 80% d'émissions carbone en moins par rapport à du béton. Et donc, on travaille avec eux et on vient les nourrir en business. On a travaillé avec l'architecte Maud Cobé, un projet à Lyon, justement, qui va voir le jour. Et on vient continuer à les nourrir. Et c'est un projet qui marche, qui fonctionne. Et notre plus grande joie, honnêtement, c'est que ces startups, elles travaillent aussi avec des confrères. On n'est pas là pour que... ICAD ne va pas faire ça tout seul. S'il y a un mot d'ordre, c'est que la ville de 2050, on ne va pas la bâtir tout seul, on va la bâtir ensemble. Avec, je crois, depuis 2020, une fusion des équipes RSE et innovation. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce que la RSE, par définition, doit embarquer de l'innovation. Et l'innovation, on ne doit pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation. L'innovation, elle doit embarquer la boussole stratégique de nos enjeux. Ce que je vous disais, il faut que l'innovation elle réponde aux enjeux de transformation de la ville sur la ville. Ça s'appelle, nous, la transformation foncière, transformation environnementale et la transformation des usages. Donc, il faut qu'elle soit au plus près. Et le sujet, c'est pas tant de rapprocher RSE innovation. En fait, c'est rapprocher ça des métiers et le mettre au cœur des métiers. Donc ça, c'est tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a encore des innovations qui
qui ne s'adressent pas à cet enjeu de transformation, que ce soit d'ailleurs environnemental ou sociétal. On va parler de la mixité dans un instant. Oui, vous pouvez avoir des sujets qui ne sont pas forcément environnementaux, mais effectivement qui peuvent être sociétaux. On a une start-up qui est Domani, qui fait du co-living senior, par exemple. Donc là, vous regroupez, j'en ai visité une il y a 2 mois à Bordeaux, c'est super. Si vous avez plusieurs appartements, vous avez une dizaine, une quinzaine de personnes âgées qui partagent des espaces communs, etc. Et ça répond à un vrai besoin, effectivement. Donc, vous voyez, les startups, elles ne sont pas nécessairement toutes sur les enjeux environnementaux. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette boussole, ce cap stratégique et de cocher les cases. C'est quoi un quartier mixte ? Un quartier mixte, en fait, il est double. Il y a un double sens à cette mixité. Alors, pour nous, quand on construit, c'est d'abord la mixité d'usage. C'est je vais faire, comme on l'a fait au village des athlètes, du bureau, du commerce, de l'activité, du logement. Et puis, c'est une mixité au sens inclusif. Oui. C'est-à-dire que quand on construit du logement, eh bien, on va construire du logement social, on va construire du logement à loyer intermédiaire, on va construire du logement à loyer libre pour l'accédant. Donc, et c'est penser tout ce quartier pour que déjà il se réouvre à la ville, parce qu'on a beaucoup de quartiers qui sont enclavés. Donc notre enjeu, c'est le rouvrir à la ville. Parce que la mixité, c'est pas juste à l'échelle de ce qu'on travaille, c'est comment je le réintègre dans le territoire et réintégrer de la nature. Donc vous voyez, mixité, en fait, désartificialiser des zones qui le sont, créer des îlots de fraîcheur via ces forêts urbaines. Donc la mixité, elle embarque tout. C'est les usages, l'inclusivité et la reconnexion des espaces qu'on travaille à la ville. Ouais. Et ça, c'est forcément une volonté. Vous dites, on travaille évidemment forcément beaucoup avec les élus, les collectivités locales. Il faut qu'il y ait une volonté du maire pour qu'il y ait cette mixité. Je parle de mixité sociale, là. Le fait que dans un quartier ou dans un bâtiment, on n'ait pas que des gens très riches ou que des gens très pauvres. Il faut qu'il y ait une volonté du maire. On a aussi une réglementation qui pousse en ce sens, comme sur un certain nombre de sujets. Mais ce qu'on constate quand on échange avec les élus au quotidien, c'est qu'ils sont profondément attachés à leur territoire. Donc, ils ont conscience de ces enjeux-là. Et ils apportent une réponse aussi appropriée à leur territoire. C'est-à-dire que dans les échanges qu'on a avec eux, ils apportent des réponses adaptées sur tous ces thèmes-là, que ce soit l'environnement, que ce soit la mixité, y compris sociale. Et on est en capacité, nous, d'apporter des solutions qui viennent répondre à ces besoins. Alors, il y en a une qui s'appelle le bail réel solidaire, par exemple. Tout à fait. Comment ça marche ? Alors là, on est dans de l'innovation. On est dans une innovation financière. Alors pour nous, Français, ça paraît un peu nouveau, mais pour des anglo-saxons ou autres, c'est un concept qui est tout simplement de « je dissocie le foncier du bâti ». Et ça va permettre quoi ? Ça va permettre... Vous allez avoir des organismes fonciers solidaires qui vont rester propriétaires du foncier, qui vont louer le foncier, en fait, et vous allez acheter le bâti. Et ça va permettre à des gens qui, aujourd'hui, sont précarisés, ne peuvent pas acheter un logement et restent, par exemple, dans le parc social. Et ça amène de la pression sur le parc locatif, le parc social. Vous avez 2,7 millions de personnes qui attendent un logement social. De sortir du parc, de devenir propriétaire pour 30 à 40% moins cher que s'ils étaient propriétaires du tout. Et donc, ça permet justement de dégripper un peu ce marché du logement qui est un vrai problème aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est une partie de la solution et on a des développements très concrets. Je pense à Saint-Denis, là où on a fait un développement avec l'OFS, l'organisme foncier solidaire local. Et là, on travaille main dans la main avec les élus qui poussent le dispositif. On l'a même fait nous-mêmes. On a créé notre propre OFS. J'étais à Chambéry il y a 1 mois et on a un développement là-bas à Cognin. Et je peux vous assurer que c'est des choses qui marchent. Donc, il faut changer un peu les mentalités là-dessus. Mais c'est des choses qui répondent à un vrai besoin, qui est le besoin, une nécessité absolue, qui est celle du logement. Donc, ça permet aussi de répondre à cette question. On va parler des matériaux. Dans une interview au magazine Challenge, il y a 1 an, vous disiez ceci: à l'horizon 2030, 1/3 des bâtiments sera construit en bois et en matériaux biosourcés. 2030, c'est là. C'est demain. On est à quel niveau là ? On est à, puisque si on veut être à 33% en 2030, on est bien dans le chemin. On n'est pas loin de ça. Et c'est effectivement un objectif qu'on s'est fixé nous. C'est pas un objectif réglementaire. De même qu'on s'est fixé l'objectif de se dire à 2030, il y aura aussi 1/3 de nos opérations qui seront de la restructuration. Donc, on viendra être promoteur de l'existant. Et ça rejoint le sujet d'ambition qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de se dire, dans le monde actuel, il ne faut pas renoncer sur ces sujets-là, mais ne pas renoncer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se donner des objectifs et chaque année mesurer sa progression. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, et on le partage avec nos actionnaires, parce qu'on a encore cette année
mis 2 résolutions spécifiques sur le climat et la biodiversité à l'ordre du jour de l'Assemblée pour que les actionnaires votent, après avoir voté sur la stratégie, sur les progrès de cette stratégie qui embarque les objectifs qu'on évoque. Matériaux biosourcés, c'est quoi, par exemple ? Matériaux biosourcés, vous avez le bois, vous avez la terre crue qu'on évoquait, ça peut aller jusqu'à la paille, on a de l'innovation, ça paraît petit côté 3 petits cochons, mais en réalité, c'est un isolant qui fonctionne au moins aussi bien. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont des nouveaux matériaux qui en réalité ne sont pas si nouveaux que ça. Par exemple, l'opération Woodstone, c'est à Bordeaux, je crois. Tout à fait. Alors là, Woodstone, j'imagine qu'il y a beaucoup de bois dans cette opération. Waouh, il est trop fort. Vous pouvez nous le décrire, ce site ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est le point de départ. En fait, on part d'un site qui est un ancien site SNCF. Donc, on ne part pas d'une artificialisation d'une surface vierge. Et Woodstone, en réalité, c'est 3 bâtiments. Vous avez qui représente à peu près 70 logements, un parking silo qui va servir à l'ensemble du quartier, etc. Vous avez un premier bâtiment, c'est Wood. Je vous le donne en 1000. Effectivement, il y a du bois. On est à 2/3 de bois. D'accord. Et très concrètement, c'est quoi ? C'est une économie d'énergie dans l'utilisation d'à peu près 36% sur ce bâtiment-là. Donc, on est dans du matériau biosourcé. On a de la mixité. On a du logement social, etc. Deuxième bâtiment, Stone, où là on est sur du béton qui est du béton bas carbone, donc on a une empreinte réduite et une consommation énergétique aussi qui est réduite d'1/3 par rapport à des schémas standards. Et puis on a cet objet qui est le parking silo, qui est intéressant parce que en fait c'est un bâtiment qu'on a conçu, là pour le coup on avance sur notre temps parce qu'il est conçu pour être réversible. C'est-à-dire qu'on l'a ça pourrait redevenir des bureaux. Ça pourrait devenir un bâtiment. Ça pourrait aujourd'hui c'est des nappes. Un parking silo, ce qu'on appelle, c'est des parkings à étages. Ouais. Et donc, il pourrait demain être transformé pour redevenir un bâtiment, des bureaux ou autre. Et aujourd'hui, au-delà d'être seulement un parking, c'est aussi un outil pour l'ensemble des habitants, parce qu'au dernier étage, on a mis des espaces partagés. On a mis des espaces de sport, de paddle, des zones partagées, etc. Évidemment, arborés, on a renaturé ces espaces-là. Donc, tout l'ensemble, Woodstone, est quelque chose qui vit et qui a été pensé conjointement avec ces 3 blocs qui se répondent. Le groupe ICAD qui travaille aussi sur les entrées de ville, je me suis dit, super, parce que c'est quand même... On en a défiguré pas mal des entrées de ville dans notre pays depuis des décennies. Comment les transformer ? C'est un sacré défi, ça. C'est un sacré défi. Alors là aussi, la réponse, c'est ensemble. Parce que c'est avec les élus, les partenaires, les Français, les gens qui sont déjà sur ces zones-là. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément des friches commerciales. En réalité, ça peut être des zones qui fonctionnent bien. C'est juste qu'elles se sont développées rapidement et donc souvent anarchiquement sur le plan horizontal. Et il y a un vrai terrain de jeu pour venir les repenser sur le plan de l'urbanisme, les densifier aussi pour amener notamment du logement, qui est une des réponses à la crise du logement. Donc, parce que là, ce que je vois, moi, c'est des blocs, des boîtes alignées, quoi. Exactement. Et on peut en faire beaucoup plus que ça. Donc, on a fait ce qu'on a cartographié. On a travaillé avec la SET, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts, se dire de quoi on parle. Parce qu'une fois qu'on a dit la France moche, concrètement, on ne sait pas de quoi on parle. Et de quoi on parle ? C'est à peu près 4000 sites en France, de plus d'1 hectare. Présente à peu près 80 000 hectares. Et en fait, c'est quoi ? C'est un potentiel de logement qui est Paris intramuros. 1,6 million de logements. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire à 3, 4, 5 ans, des choses qu'on peut faire à plus de 15 ans. Mais c'est un potentiel qui est important à un moment où la crise du logement est plus forte que jamais. C'est un potentiel de renaturation important aussi, parce qu'on est capable d'aller rechercher 10 000 hectares là-dessus, là où l'artificialisation en France, c'est 20 000 hectares par an. Donc, on a ce gros enjeu-là. Et puis, au-delà de cartographier les sites, on a fait 2 choses. C'est qu'on a interrogé les élus, on a interrogé les Français. Et là, c'est intéressant parce que c'est évidemment des zones qui font réagir. Les élus nous disent, oui, il faut s'occuper de ces zones-là, mais plus sous un angle repensé quand même, le côté esthétique, fonctionnement, pour que ce soit pas la France moche, renaturé. Là où les Français, au-delà de ces enjeux, vous disent, oui, c'est un enjeu essentiel de la prochaine mandature. Et 2, on peut aussi intégrer du logement, parce que moi, je suis confronté au quotidien à la crise du logement. Et moi, Français, j'ai 1/4 des Français qui seraient prêts à habiter dans ces zones-là. C'est même 1/3 si vous êtes un jeune, parce que les jeunes sont plus encore confrontés à la crise du logement. Donc là, on a des Français qui nous disent il y a quelque chose à faire là, qui interpellent aussi les élus. Et donc, avec ces éléments-là, on va voir les élus et on va travailler avec tout le monde pour essayer de transformer ces zones. Et ça, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier parce que là, on est dans le promoteur de l'existant. Rebâtir la ville sur la ville, c'est déjà acheter ces morceaux de ville
Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose de différent parce qu'il faut aussi avoir un bilan. Ça consomme des fonds propres, ce qui n'était pas le cas pour des promoteurs. Donc ça transforme nos métiers. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Dernière question, il nous reste une minute sur le gigantisme, les mégalopoles. En fait, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'il faut maintenant miser sur les villes moyennes, c'est-à-dire arrêter de faire grandir les grandes capitales régionales? En fait, vous posez une question plus large. Je pense que ce qu'il faut regarder là aussi, c'est l'évolution démographique. C'est prendre du recul, se dire qu'est-ce qui est devant nous. Et cette évolution démographique, elle est la conséquence de l'évolution de la population, le vieillissement de la population, des fonctionnements, des usages qui sont différents, des familles monoparentales par une semaine et puis recomposées la semaine d'après. Donc des usages différents, des rapports au travail qui sont différents. Donc on a ce sujet-là. Et puis on a les sujets climatiques qui vont aussi avoir une incidence à l'échelle nationale, à horizon 2050, sur des mouvements de population. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ville moyenne, pas ville moyenne. Je pense que c'est une vision globale qu'il faut avoir des mouvements démographiques à l'échelle du territoire pour faire l'industrie de la ville, qui est la première industrie de notre pays. Merci beaucoup Nicolas Joly, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup et Innovation tout de suite.